Nous avons tous des droits humains. Et non, les droits humains ne sont pas uniquement un idéal occidental. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît que tous les individus et communautés ont des droits. Elle dit que nous avons toutes et tous le droit à la vie, la santé, la famille, une égale protection de la loi, un procès équitable, à l'éducation, de pratiquer librement une religion, manifester, s'exprimer et tellement plus encore. Mais parfois, nos droits sont violés et nous ne pouvons trouver d'aide auprès des autorités ou des tribunaux de nos pays. Vers qui se tourner alors? Lorsque notre État a échoué, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est notre dernier recours pour obtenir justice et réparation. La Cour africaine a été créée pour protéger et promouvoir les droits reconnus dans la Charte africaine et les autres traités sur les droits humains. Elle est basée à Arusha, en Tanzanie, et elle est composée de 11 juges indépendants et impartiaux issus d'un peu partout sur le continent. Quand la Cour reçoit une plainte portée à l'encontre d'un État, elle demande à l'État concerné de répondre. Elle étudie l'affaire, parfois organise une audience et enfin décide si effectivement les droits humains du plaignant ont été violés ou non. Lorsqu'elle conclut à une violation, la Cour peut ordonner à l'État de mettre fin à celle-ci ou de remédier à la situation en question. Les décisions de la Cour peuvent varier de mesures spécifiques pour changer la situation d'une ou plusieurs personnes à des décisions avec un impact plus grand, telles que changer la loi pour empêcher des violations futures. Cependant, la Cour africaine peut recevoir notre plainte uniquement si l'État où nous résidons a ratifié le protocole établissant la Cour et a fait une déclaration additionnelle autorisant les individus et les ONG à déposer des plaintes directement à la Cour. À ce jour, 31 États africains ont ratifié le protocole et seulement 6 parmi eux ont déposé cette déclaration. 4 autres États ont aussi fait cette déclaration mais l'ont ensuite retirée, retirant ainsi aux populations un recours juridique crucial qui leur avait déjà été accordé. Tous les États membres de l'Union africaine devraient ratifier le protocole établissant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et faire une déclaration 34.6 autorisant l'accès direct des individus et ONG à la Cour. Cela permettrait aux individus et aux ONG de demander justice et réparation quand leurs droits sont violés chez eux. Les droits humains sont pour tout le monde. Il est temps de protéger la Cour africaine pour qu'elle puisse continuer à le protéger. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à cet événement en live sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples organisé par le Bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, donc nous célébrons le 42e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est le texte fondateur des droits humains sur le continent africain. Et nous avons donc décidé de saisir l'occasion de cet anniversaire pour discuter ensemble du tribunal qui a spécifiquement pour mission de s'assurer que tous les Africains et les Africaines puissent jouir des droits qui leur sont reconnus par la Charte africaine des droits de l'homme. Cette cour, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a été créée en 1998 et les premiers juges ont été nommés en 2006. Elle a donc une quinzaine d'années d'existence aujourd'hui. C'est l'une des 3 institutions de l'Union africaine de protection et de promotion des droits humains, aux côtés de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui siège à Banjul en Gambie, et du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Mais contrairement aux 2 autres institutions, c'est la seule véritable cour qui compte, comme nous venons de le voir dans cette vidéo, qui compte des juges qui peuvent traiter les affaires et une cour qui peut rendre des jugements obligatoires à l'encontre des États. À ce jour, ce sont 34 États qui font partie du protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Autrement dit, 34 pays qui ont rejoint la Cour africaine parmi les 55 pays membres de l'Union africaine. Même si, comme cela a été expliqué dans la vidéo, et on y reviendra plus tard, il n'est pas encore possible en tant qu'individu d'introduire des plaintes contre tous les États. Donc, pour en parler aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et plaisir d'avoir avec nous la juge Chafira Ben Saoula, qui est juge à la Cour africaine depuis 2017, ainsi que l'avocat Glory Ossou,
militant des droits de l'homme au Bénin et qui a déjà porté plusieurs affaires devant la Cour africaine. Nous avons aussi avec nous la conseillère juridique d'Amnesty International, Alice Banès. Peut-être brièvement revenir et vous présenter nos intervenants. Chérifia Ben Saoula est de nationalité algérienne, titulaire d'un doctorat d'État en droit public. Elle a une très large expérience dans le domaine judiciaire, a occupé de nombreux postes dans différentes branches du pouvoir judiciaire, et notamment la justice administrative. Elle est actuellement conseillère au Conseil d'État et professeure à l'École nationale de magistrature d'Algérie. Et Mme Ben Saoula a été élue juge de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un mandat de 6 ans lors du sommet de l'Union africaine qui s'était tenu en janvier 2017 et réélue pour un second mandat en février 2022. Maître Gloria Ossou donc, est un juriste du Bénin, docteur en droit et spécialiste des droits humains et des mécanismes de protection. Il a plusieurs années d'expérience d'interaction avec les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits humains et de renforcement des capacités de divers acteurs sur ces mêmes thématiques. Et il est l'actuel responsable des médias et de surveillance des droits humains à Amnesty International Bénin. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Ben Saoula pour une présentation un petit peu de ce qu'il faut savoir à la Cour africaine des droits de l'homme. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Salam alaikum, où que vous soyez. Donc, ça peut être bonsoir, ça peut être bonjour, ça dépend où vous êtes. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Et merci encore à Amnesty International pour l'invitation. Et bien sûr, bravo pour ce que vous faites à travers le monde. Par rapport au temps qui m'est imparti, je vais essayer de parler de choses que je trouve élémentaires concernant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et qu'il faut absolument savoir avant de vouloir entrer vraiment dans les détails qui sont plutôt dans le fond et dans le travail, dans l'activité de la Cour, de l'activité judiciaire de la Cour. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à propos de la définition de cette Cour? On pourrait dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une institution d'abord judiciaire, ça c'est sûr. Elle est régionale parce qu'elle concerne l'Afrique. Elle a été créée par les États africains, et ça c'est essentiel à savoir, pour l'Afrique. Donc, elle est africaine à 100%. Et le but de la création de cette institution est la protection des droits de l'homme, et j'ajoute, et des peuples. Et ça, c'est un détail qu'il ne faut jamais oublier, parce que pour la première fois, et je pense au niveau international, vous ne trouverez pas un protocole ou une institution qui défendrait et les peuples et les hommes. Pourquoi les hommes? Parce qu'on défend les individus, on protège les individus. Et pourquoi les peuples? Parce qu'on protège aussi l'ensemble d'individus qui peut être par exemple les peuples autochtones. Donc la protection des droits de l'homme et des peuples, et de là vient cette appellation de la Cour. Bon, cette Cour a été créée en vertu du protocole qui porte création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et ce protocole a été pris le 9 juin 1998. Maintenant, quelles sont les compétences de la Cour? La Cour, elle est compétente pour connaître de toutes les affaires en relation avec les droits de l'homme, bien sûr. Tout ce qui concerne les droits de l'homme et les peuples, la Cour est compétente. Mais cette compétence, elle est liée, bien sûr, à l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du protocole portant création de la Cour africaine, et bien sûr de tout instrument qui est relatif aux droits de l'homme ratifié par les États concernés. Ça, c'est un détail qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas condamner un État si cet État n'a pas ratifié les instruments de droits de l'homme qui sont source des allégations de violation présentées devant nous par les requérants. Donc, il faut que les États aient ratifié la source de droit que nous allons appliquer pendant le jugement ou quand on va délibérer sur le dossier présent devant nous. Donc, il faut dire que je dise quand même en passant que la Cour n'a pas de compétence pénale. Nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, une compétence en matière pénale, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur ça, mais pour le moment, nous n'avons pas de compétence en matière pénale. La Cour, comme il a été dit, elle est composée de 11 juges,
nationaux, des pays qui ont ratifié, bien sûr, qui sont partis au protocole. Ces juges sont désignés par leur pays réciproque et, bien sûr, ils sont élus par le Conseil exécutif de l'Union africaine pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. Maintenant, ces juges-là, il faut le préciser, une fois qu'ils sont élus, une fois arrivés à la Cour, c'est eux qui désignent leur président et leur vice-président. Ça peut être la présidente ou la vice-présidente aussi. Et ce bureau, cette composition qu'on appelle bureau, elle a un mandat de 2 ans qui est renouvelable une seule fois. Comment la Cour elle est saisie? La Cour elle est saisie d'abord par les États partis au protocole, ça c'est clair. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ou ce qu'on appelle nous la Commission de Banjul. Et bien sûr, toutes les organisations intergouvernementales. Maintenant, je vais m'attarder un tout petit peu sur la Commission de Banjul pour dire que cette commission, elle existe bien avant la Cour africaine. C'est la Charte africaine qui a créé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour la promotion justement des droits de l'homme. Donc la Cour, quand elle a été créée en 1998, le protocole, il a été clair parce qu'il a spécifié la complémentarité entre la Commission africaine qui existait déjà et la Cour africaine qui a commencé à exister à partir de 1998 dans les textes et à partir de 2006 par rapport aux activités qu'elle avait déjà commencé par la prise de décision. Donc, la complémentarité entre la Commission de Banjul et la Cour africaine, elle est établie et elle doit se faire. Et aujourd'hui, nous sommes justement en train de travailler ensemble, l'une dans la promotion des droits de l'homme, donc les compétences de la Commission africaine, et l'autre dans la protection des droits de l'homme, donc les compétences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais il faut dire aussi que si c'est les États partis au protocole, si c'est la Commission, si c'est les organisations intergouvernementales qui peuvent saisir la Cour, il y a aussi le droit à tout État qui est bien sûr parti au protocole et qui voit un intérêt quelconque dans une affaire qui est pendante devant la Cour, cet État peut faire ce qu'on appelle une intervention. C'est un recours en intervention. Donc, cet État va venir devant la Cour et dire que moi aussi, j'ai intérêt dans cette affaire. Donc, je demande à ce que vous acceptiez mon intervention par rapport au litige exposé devant. Il y a une chose nouvelle que le règlement de la Cour a instaurée, c'est que si le protocole ne parle que de l'intervention d'un État, le règlement intérieur de la Cour, il a aussi imposé le droit de tout citoyen à l'intervention auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, si un citoyen voit qu'il y a un litige qui est pendant et qu'il y a quand même un intérêt pour lui à ce qu'il intervienne, il vient déposer une requête en intervention et ça, c'est réellement la règle 61 du règlement de la Cour qu'il a instauré. Donc, les États, la Commission, les organisations intergouvernementales, quid des individus? Est-ce que les individus peuvent venir directement devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ou alors des ONG qui sont dotées du statut d'observateur auprès de la Commission? Ici, la réponse est oui, mais à condition. La condition, c'est que l'État contre lequel cet individu va intenter une action, l'État dont l'individu est citoyen doit avoir déposé une déclaration. Donc, le citoyen ne peut pas aller directement devant la Cour africaine si son État n'a pas déposé une déclaration. Et ça, bien sûr, vous allez me dire, c'est une barrière. Et effectivement, c'est une barrière aux droits de l'homme, c'est une barrière aux droits des citoyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Cour, elle bataille pour réellement faire en sorte que tous les États fassent cette déclaration, une déclaration qui va pousser la Cour africaine à réellement réaliser ce qu'elle veut, c'est justice pour tout le monde et justice pour tous les citoyens africains, quel que soit l'État où ils sont. Donc, c'est l'article 34, alinéa 6 du protocole qui oblige ou alors qui fait barrière aux citoyens pour aller devant la Cour africaine. Il faut absolument que l'État ait fait une déclaration.
Donc, au jour d'aujourd'hui, comme il a été dit, il y a eu 8 États qui ont fait la déclaration. Non pas 6, mais 8 États qui ont fait la déclaration sur les 34 pays qui ont ratifié le protocole. Et comme vous voyez, c'est vraiment un chiffre très, très, pour ne pas dire insignifiant, mais quand même, il donne à la Cour beaucoup de choses à faire par rapport aux droits de l'homme dans certains pays. Et il faut le dire aussi que les 34 pays qui ont ratifié le protocole, c'est un chiffre par rapport aux 155 pays de l'Union africaine. C'est quand même un chiffre qui encourage, mais on aimerait avoir beaucoup plus que ça au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut préciser quand même une chose, c'est que même si ce citoyen dont le pays n'a pas fait de déclaration ne peut pas aller devant la Cour directement, ce citoyen, il peut aller devant la Commission avec sa plainte et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou la Commission de Banjul, elle pourra saisir la Cour africaine de la plainte déposée auprès d'elle par ce requérant dont le pays n'a pas fait la déclaration. Donc, c'est une façon un peu de détourner la déclaration et de faire en sorte que tout citoyen peut aller devant la Cour africaine à travers la commission qui elle-même va déposer la plainte, non au nom du requérant, mais en son nom propre. Donc, c'est la commission qui, devant la Cour, sera requérante pour défendre le droit de cet individu qui ne pouvait malheureusement aller directement devant la Cour. Maintenant, comment saisir la Cour? Je vais être très bref parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, on peut le faire par courrier écrit et l'envoyer. On peut le faire par courrier électronique. On peut le faire par le biais d'un avocat. On peut le faire par soi-même si on peut le faire. Mais il faut savoir aussi que nous avons l'assistance judiciaire. Il y a cette assistance qui peut se faire d'office, comme elle peut se faire par le biais d'une demande du requérant qui a besoin de l'assistance judiciaire. D'office, en général, on l'octroie quand les faits sont graves ou quand la condamnation est lourde. Maintenant, à la demande du requérant, bien sûr, tout dépend. Il y a un comité qui siège, qui étudie le cas, qui étudie le dossier et qui octroie cette assistance ou il refuse. Maintenant, pour la procédure, comment les juges entament la discussion sur une requête déposée ou un dossier déposé devant eux? Une fois que la requête arrive à la Cour africaine, bien sûr, elle est enregistrée. Le bureau désigne le juge rapporteur. Le greffe désigne le juriste qui va être chargé de ce dossier avec le juge rapporteur. Et en collaboration, tous les deux, ils vont faire l'instruction de ce dossier. Donc, l'instruction au vrai sens du terme, on demande des documents, on a besoin d'un expert, on a besoin d'une audience publique pour écouter les parties, on a besoin de suppléments d'informations. Donc, tout ça, on le fait avant de clôturer les débats. Une fois que le dossier est prêt et ficelé, donc on clôture les débats et l'affaire va en délibération. Donc, c'est toute la plénière, c'est les 11 juges qui siègent pour rendre leur décision avec, entre guillemets, le juge qui fait partie du pays qui est État défendeur, bien sûr, il se recuse et il ne peut pas siéger quand il s'agit d'une affaire concernant son pays. Maintenant, après que la décision soit rendue, elle est définitive, donc il n'y a pas moyen de faire un recours, sauf si on a envie de faire un recours en interprétation, si vraiment la décision, il y a un petit doute quant au dispositif ou il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, que le requérant n'a pas compris. Donc, il peut venir devant nous pour demander l'interprétation de la décision ou alors il y a ce qu'on appelle le recours en révision. S'il y a des faits nouveaux, le requérant peut revenir devant nous et une deuxième fois, nous revoyons la décision. Juste entre guillemets aussi, la Cour peut rendre des décisions par défaut. Parfois, l'État défendeur ne répond pas au requérant, ne répond pas aux requêtes qu'on lui notifie par rapport aux demandes du requérant et on lui donne en général plusieurs délais. S'il ne répond pas, automatiquement, on lui notifie que l'arrêt qu'on va rendre va être un arrêt par défaut. Donc, les juges sont réunis, ils vont délibérer sur le dossier ou sur le cas qui leur est exposé, comment ils procèdent. D'abord, ils s'attardent sur la compétence. Est-ce que la Cour est compétente dans cette requête?
est-ce qu'elle est compétente pour trancher ce litige? Premièrement, il faut que ça soit un objet qui concerne les droits de l'homme. Ça, c'est automatique. On ne peut pas juger quelqu'un pour l'emprisonner ou juger quelqu'un qui demande à ce que son voisin détruise un mur ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment que ça soit un objet, l'objet soit les droits de l'homme. Il faut que ça soit une requête déposée contre un État qui a ratifié le protocole et qui a fait la déclaration. Maintenant, il faut que ça soit une requête déposée contre des faits, par rapport à des faits qui se sont déroulés sur le territoire de l'État défendeur. Et bien sûr, il faudrait que les faits se soient déroulés après que l'État ait ratifié le protocole et fait la déclaration. Une fois que la Cour se déclare compétente, donc on passe à la recevabilité. Est-ce que la requête est recevable? Et là, nous avons l'article 56 de la Charte, l'article 6 du protocole, l'article 50 du règlement, qui établit des conditions de forme pour que cette requête soit recevable. Je vais m'arrêter juste sur deux conditions qui sont très, très importantes. Les autres aussi, c'est important, mais en général, nous n'avons pas de problème par rapport aux autres conditions. Les conditions qui, en général, posent problème sont les voies de recours internes et le délai raisonnable. Ici, la condition des voies de recours internes est que le citoyen, quand il vient devant la Cour africaine, il ne peut pas venir sans avoir d'abord été devant les juridictions nationales, qu'il ait été dans tous les degrés des juridictions nationales, qu'il ait reçu la dernière décision de la dernière juridiction nationale pour qu'il puisse venir devant nous. Donc, ce citoyen qui va venir directement après les faits devant la Cour africaine, on va déclarer la requête irrecevable parce que les voies de recours interne sont une condition sine qua non et on ne peut pas la mettre de côté. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a parfois des pays où on ne retrouve pas les recours et le recours est un droit, donc on accepte la requête. Il y a parfois des recours qui sont trop longs dans les pays réciproques des requérants, ou alors que c'est trop long, ou alors que la Cour décide que ce n'est pas un recours qui va vraiment donner un résultat. Donc, dans ce cas-là, on met de côté cette condition et on dit que les voies de recours ont été déjà sur requérant, donc ce n'est même pas la peine de nous attarder. Maintenant, pour le délai raisonnable. Le délai raisonnable, c'est qu'il faut que le requérant engage une action devant la Cour africaine après un délai raisonnable qui va se déclencher à partir du rendu de la dernière décision au national. Si c'est la Cour suprême, par exemple, elle a rendu sa décision en 2010, et puis le requérant vient devant nous en 2023, on va se poser la question, est-ce que depuis 2010 jusqu'à 2023, ce délai est raisonnable? Et là, la Cour, elle n'a pas une règle. C'est-à-dire, depuis longtemps, on est en train, dans le cas par cas, on siège au cas par cas. Il y a des dossiers où nous avons considéré que 6 ans, c'est raisonnable, parce que dans ces dossiers, par exemple, vous allez trouver quelqu'un qui a été condamné à mort, qui est dans le couloir de la mort, qui est coupé du monde, qui n'a pas comment faire ce recours, qui ne connaissait même pas l'existence de la Cour. Dans ce cas, on va dire 6 ans, c'est raisonnable. Et il y a des moments, on va dire 2 ans, ce n'est pas raisonnable. Parce que, par exemple, que le requérant est un avocat, que le requérant est un juriste, que le requérant qui a l'habitude quand même des procédures, a l'habitude, donc qui connaît la Cour et qui connaît la procédure de la Cour. Donc, on peut dire que 2 ans ne sont pas raisonnables. C'est pour vous dire que c'est le cas par cas. Les textes ne spécifient pas la durée, le délai, mais quand on dit raisonnable, ça revient à la Cour de dire si tel délai est raisonnable ou il n'est pas raisonnable. Donc, après que la Cour ait statué et qu'elle a déclaré la recevabilité de la requête, nous allons au fond. Donc, au fond, nous avons deux tranches. Nous avons les violations et nous avons les réparations. Nous commençons par les violations. Est-ce que réellement, ce qu'allègue le requérant est vraiment prouvé ou non? Et là, on cherche, est-ce que réellement cet individu
il a été incarcéré illégalement, ou que la procédure interne n'a pas été suivie, ou qu'il y a un droit à la défense qui a été bafoué, ou qu'il a eu un droit, par exemple, à la santé, de voir un médecin en prison, ça a été... Donc, toutes ces choses-là, vraiment, on les dissèque, comme j'aime bien employer comme mot, on les dissèque pour voir que réellement, si toutes ces violations alléguées par le requérant sont établies ou pas. Et bien sûr, il faut que ces violations soient en relation avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou avec toute source des droits de l'homme, l'essentiel ratifié par l'État défendeur. Une fois qu'on dit que les violations sont fondées et qu'elles sont là, automatiquement, nous passons aux réparations. Maintenant, si on dit que les violations ne sont pas fondées, automatiquement, c'est un rejet des demandes et automatiquement le rejet de l'affaire. Donc, pour les réparations, tout dépend. Si on trouve qu'il y a des violations et que le requérant demande des réparations, nous allons vers les réparations. Les réparations, parfois, c'est pour un préjudice moral, parfois, c'est pour un préjudice matériel, parfois, c'est pour une remise en liberté, par exemple. Parfois, on nous demande de publier notre arrêt. Parfois, on nous demande de restituer la situation du requérant de telle sorte qu'il revienne en arrière et qu'il ait une situation comme s'il n'avait jamais vécu ces violations. Donc, les réparations peuvent prendre différentes formes. Donc, nos décisions, elles sont vraiment de plusieurs catégories. Il y a des décisions de fond, donc violation, réparation, compétences, admissibilité et recevabilité, fonds et réparation. Il y a des ordonnances de mesures provisoires. Nous pouvons rendre des ordonnances de mesures provisoires. Quand vous allez, par exemple, quelqu'un qui vient, qui nous dit « je suis incarcéré, j'ai été condamné à mort, je demande le sursis à exécution de la condamnation à mort jusqu'à ce que vous tranchiez sur le fond ». Ici, c'est une demande de mesures provisoires. Et nous avons aussi des arrêts, des demandes comment on appelle ça, des consultatifs. Et nous pouvons rendre un avis consultatif par rapport à une demande d'un État sur, par exemple, l'interprétation d'un article de la Charte ou l'interprétation d'un article du protocole. Donc, ça reste un avis consultatif que va rendre la Cour. Maintenant, en conclusion, et par rapport aux défis de la Cour, parce que pourquoi la Cour a besoin qu'on l'écoute, a besoin qu'on la défende, a besoin qu'on sache qu'elle existe. Et c'est ça l'idée primordiale. Il faut absolument que le monde entier sache que la Cour existe. D'abord, nous avons un problème de l'exécution de nos décisions. Jusqu'à présent, 10% des décisions que nous avons rendues sont exécutées. Donc, nous avons un grand problème de l'exécution. Pourquoi ce problème se pose ? Parce qu'il y a beaucoup d'États qui nous disent « vos décisions sont en train de toucher à notre souveraineté et portent préjudice à notre souveraineté ». Donc, ça, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, ou le défi numéro 2, c'est le nombre vraiment infime de déclarations. Nous avons 8 pays qui ont fait des déclarations. Il y a 4 pays qui l'avaient fait et puis qui l'ont retiré. Toujours par rapport à cette histoire de souveraineté, toujours c'est la Cour, elle touche à notre souveraineté, la Cour est en train de s'immiscer dans nos affaires intérieures, etc., etc. La ratification qui reste quand même faible, malgré qu'il y ait quand même 34 pays sur 55 qui ont fait la ratification, mais ça reste quand même un peu faible. La Cour, elle reste quand même peu connue. Nous faisons l'impossible pour qu'on fasse des sensibilisations un peu partout pour faire connaître la Cour dans différents pays. En général, chaque année, nous en faisons 1 ou 2. Les juges, dans leur pays réciproques, ils font des conférences pour que quand même les citoyens de leur pays sachent que la Cour existe. Donc, on fait un peu de la sensibilisation pour faire en sorte que la Cour soit plus connue. Et bien sûr, les moyens. Les moyens, il faut savoir. Il faut savoir que 90% de notre budget est pris en charge par les États africains. Donc, les 10% qui restent, c'est le partenariat, c'est les partenaires. Mais quand même, en 2019, il y a eu une décision de l'Union africaine où que, dorénavant, il faut que la Cour africaine le budget de la Cour africaine soit à 100% fait par les États africains. Donc, vraiment, nous avons un grand problème de moyens.
J'espère que j'ai été claire, qu'il y aura beaucoup de questions et je me ferai le plaisir de répondre. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive du fonctionnement des règles et des principes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'était extrêmement utile. Merci aussi d'avoir souligné les défis auxquels cette Cour est confrontée et qui expliquent aussi cet événement. Nous partageons le même constat, c'est-à-dire que c'est une cour qui est peu connue, c'est une cour qui, malheureusement, il y a encore trop peu de citoyens qui sont autorisés à saisir la cour directement, justement du fait du faible nombre de déclarations, comme vous l'avez dit, et ensuite, évidemment, la question de l'exécution. Mais en tout cas, ça reste une cour qu'il faut pouvoir promouvoir, défendre et que les citoyens, évidemment, africains doivent connaître parce qu'elle représente un atout absolument considérable sur le continent en matière de promotion et de protection des droits humains. Je vais donner la parole tout de suite à Glory Ossou, qui va passer un petit peu des principes du fonctionnement à les interactions concrètes et les saisines concrètes de la Cour. Glory, c'est à vous. Merci Samira, bonjour à toutes et à tous. Merci également à l'honorable juge Shafika Ben Saoula pour cette riche présentation sur le travail de la Cour. Oui, moi, je suis juriste béninois et je travaille à Amnesty International au Bénin. Je m'occupe des médias et de la surveillance des droits humains. J'ai eu également par le passé à avoir de nombreuses interactions avec les mécanismes de protection des droits humains, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Et donc, au niveau régional, avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, avec qui j'ai eu à introduire des requêtes sur la situation des droits humains au Bénin. Mais j'aimerais vraiment accentuer mon intervention sur trois points. Le thème central de cette discussion, c'est pourquoi nous devons soutenir le travail de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous devons la soutenir parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aujourd'hui constitue, on va dire, le dernier rempart en matière d'arbitraire au sein des États en matière de violation des droits humains. Nous sommes sur un continent où les droits humains continuent d'être violés au sein des États. Et donc, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples constitue aujourd'hui une sorte d'alternative, une sorte de dernier rempart face à l'arbitraire, face aux violations des droits humains au sein des États. Et l'honorable juge Shafika Ben Saoula l'a dit aussi, la Cour africaine juge les violations des droits humains et de tous les droits humains. Et de tous les droits humains, sur ça, il faut vraiment qu'on insiste. Aujourd'hui, nous avons des violations qui sont communes à pratiquement tous les États du continent. On parle de la liberté d'expression, on parle du droit de manifester et tout. Donc, sur la liberté d'expression, je voudrais partager avec vous, chers amis, cette décision-là de la Cour africaine qui date de 2014, qui mettait aux prises un journaliste burkinabé qu'on appelle Issa Loré Konaté, qui avait été détenu dans son pays parce qu'il avait publié des articles dans son organe de presse. Il avait été détenu, emprisonné, on va dire. Ce journaliste avait saisi la Cour africaine et pour demander à la Cour africaine si c'est possible d'emprisonner un journaliste qui fait son travail, qui publie dans son organe de presse. Et la Cour africaine avait demandé au Burkina Faso si c'était possible d'emprisonner des journalistes dans le pays, parce que le Burkina Faso, rappelons-le, avait fait la déclaration et avait ratifié d'abord la charte et avait fait la déclaration de reconnaissance des compétences de la Cour, autorisant les individus et les ONG à la saisir directement. Et donc, le journaliste avait saisi la Cour africaine pour demander à la Cour si c'était possible d'emprisonner un journaliste dans un état de droit et que ce n'était pas contraire aux droits humains. Et donc, la Cour africaine avait rendu cette décision de principe là en 2014 qui avait enjoint au Burkina Faso de libérer le journaliste et de le dédommager, de réparer l'injustice qui avait été causée à ce journaliste-là, Issa Loré Konaté. Cette décision avait été également à la base de la dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso. Donc, c'est pour vous dire que la Cour africaine, en réalité, juge les violations des droits humains et n'empiète pas sur ce qu'on appelle la souveraineté des États. Moi, je viens d'un État qui a retiré récemment le droit de saisine directe de la Cour africaine aux individus, aux ONG, alors que par le passé, les citoyens béninois pouvaient saisir directement la Cour africaine. Et donc, moi, j'avais
avec un autre collègue, Landry Angelo Adelakun, on avait décidé de contester ce retrait-là devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et au terme de, on va dire, 2 années de procédure, le retrait n'a pas été annulé, le retrait a été confirmé. Mais au-delà de ça, nous, on pensait on continue de le penser jusqu'à aujourd'hui, que le fait de permettre aux États d'autoriser et après de retirer le droit d'accès direct à la Cour constitue une violation des droits humains et donc une violation du droit d'accès à la justice des citoyens. Il faut retenir 2 choses. La Cour africaine n'est pas là pour empiéter sur la souveraineté des États ou pour empêcher le développement. La Cour n'est pas une menace, je vais dire, n'est pas une menace pour le développement des États, car il n'y a pas de développement durable, et ça je le dis toujours, il n'y a pas de développement durable sans respect des droits humains, et la Cour africaine veille au respect des droits humains au sein des États du continent qui ont ratifié, qui ont fait la déclaration de reconnaissance des compétences de la Cour. Une des raisons, il y a des arguments qui ont été évoqués également par certains États qui ont retiré ce droit d'individu entre-temps, c'est que, en fait, on ne quitte pas la Cour, c'est vrai qu'ils ne quittent pas la Cour, mais ils disent, vous pouvez toujours saisir la Cour africaine en passant par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est l'ancêtre des mécanismes de protection des droits humains sur le continent. Et l'honorable Shafika Ben Saoula l'a rappelé, avant la Cour, c'était la Commission qui existait, mais qui ne rendait pas des décisions contraignantes, qui rendait des recommandations et qui n'étaient pas forcément appliquées par les États. Donc, certains États ont pu évoquer récemment que les individus peuvent aller devant la Cour en passant par la Commission. Mais il suffit de faire un tour sur le site de la Cour africaine qui est très bien animé, qui est très bien achalandé avec les décisions, les ordonnances, les mesures, les ordonnances qui sont rendues. Il suffit de voir dans l'onglet statistique qu'en autant d'années d'existence de la Cour africaine, très peu d'affaires ont été renvoyées par la Commission devant cette Cour africaine des peuples-là. Donc, c'est une alternative qui existe, mais qui n'est pas forcément efficace. Donc, l'alternative efficace qui existe aujourd'hui, c'est de continuer à encourager les États à ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et à faire la déclaration de reconnaissance des compétences de la Cour qui autorise les individus et les ONG à saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je le dis encore pour finir, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se base sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui reconnaît, qui consacre un certain nombre de droits fondamentaux à tous les citoyens africains et également sur tous les autres instruments de protection des droits humains qui existent à l'échelle internationale. Donc, c'est un éventail vraiment très large qui permet à la Cour de pouvoir analyser, de pouvoir juger, de pouvoir analyser quelle est l'ampleur d'une violation des droits humains quand elle est saisie. Donc, voilà globalement ce que je pourrais dire par rapport à l'interaction. Et je vais finir en disant aussi, l'honorable juge l'a rappelé, pour saisir la Cour africaine, et c'est l'une des choses que j'enseigne ici au Bénin aux jeunes générations, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à Arusha avant de saisir la Cour africaine des droits des peuples. Vous pouvez également saisir la Cour tout simplement en envoyant une requête en ligne. Donc, pas besoin de prendre l'avion pour se déplacer. Moi, pour les nombreuses requêtes que j'ai eues à introduire devant la Cour africaine, je ne me suis à aucun moment déplacé à Arusha pour faire un dépôt physique. J'ai toujours déposé les recours depuis Cotonou, depuis mon bureau à la maison, et introduit la requête. Donc, c'est totalement possible. Et l'adresse du greffe de la Cour est disponible sur le site internet de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, c'est une Cour qui se veut vraiment très proche des citoyens du continent, qui se veut vraiment très proche des individus sur le continent. Et donc, l'on gagnerait beaucoup plus à travailler, à faire connaître cette Cour-là, à faire connaître ses activités et à montrer aux gens comment est-ce qu'on pourrait interagir avec la Cour, comment est-ce qu'on pourrait amener les autorités de son pays à respecter les droits humains. Parce que des fois, ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce et ce coup de pouce, ça peut venir de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à travers ses arrêts et ses ordonnances de mesures provisoires. Merci beaucoup, Glory, pour ces explications très claires et ces illustrations.
Glory, vous avez aussi répondu à un certain nombre de questions qui étaient posées dans le chat, notamment sur concrètement comment saisir la cour, même si ça avait été expliqué évidemment par Mme Ben Saouda, mais je pense que des gens ont rejoint le live tardivement. Je vais donner la parole maintenant à Alice Balance, donc notre conseillère juridique aux affaires internationales, peut-être pour nous expliquer au final, maintenant qu'on comprend mieux quelle est cette cour, quels sont ses principes, ses règles, son rôle, son fonctionnement, sa force, ses défis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la rendre plus opérationnelle, en tout cas plus efficace, et permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de pouvoir recourir à cette cour. Merci Samira, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est un plaisir de partager ce panel avec nos honorables invités. Pour revenir sur ce qui a été présenté par ceux-ci, Madame la juge et Maître Ossou ont tous les deux rappelé qu'effectivement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, enfin en tout cas les Africaines et les Africains sur le continent, ne peuvent pas tous saisir directement la Cour africaine car il faut au préalable que le pays ait d'abord ratifié le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également déposer une déclaration qui permet aux individus et ONG de saisir directement la Cour. Donc, je vois dans le chat qu'il y a plusieurs questions spécifiques concernant est-ce que la Cour s'est saisie de telle affaire au Sénégal ou en RDC ou encore au Tchad. Et donc, pour répondre à ces questions précises, je voudrais rappeler la liste des 8 pays. Comme l'a déjà mentionné Madame la juge Ben Saoula, ils sont 8 sur le continent à avoir aujourd'hui déposer cette déclaration. Donc, les 8 pays qui ont aujourd'hui déposé cette déclaration sont le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Malawi, le Niger et enfin la Tunisie. Donc, dans les autres pays, et malheureusement ça inclut le Sénégal, le Tchad et la RDC, les individus et les ONG ne peuvent pas, pour l'instant, déposer de plainte directement à la Cour africaine. Il y avait également 4 autres pays qui avaient déposé de telles déclarations et qui les ont malheureusement retirées, comme Laurie l'a rappelé, dont le Bénin. Il s'agissait en fait du Rwanda, de la Tanzanie, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, qui ont tous les 4 déposé la déclaration et puis par la suite retiré leur déclaration. Donc, aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura plus d'États africains qui vont ratifier ce protocole et déposer de telles déclarations. Et on espère également que plus de personnes sur le continent vont connaître cette cour afin de pouvoir faire ces demandes et faire en sorte que leur propre État rejoigne la Cour. Et c'est aujourd'hui pour la raison pour laquelle nous avons cet événement en ligne et nous répondons aux questions du public. C'est également la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons lancé une page Internet sur le site d'Amnesty qui a vocation à faciliter l'accès de toutes et tous à l'information, à des explications concernant la Cour, à des explications sur comment la saisir, à des exemples d'affaires qui ont été emblématiques et possiblement aussi permettre à tout le monde de signer des pétitions pour qu'il y ait plus d'États qui rejoignent la Cour. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, Samira, pour permettre à ce qu'il y ait plus de discussions et de réponses aux questions posées. Merci beaucoup, Alice. Je pense qu'on va partager dans le chat le lien vers cette page et vers cette campagne. Donc, on a besoin évidemment de votre soutien, de votre mobilisation pour faire connaître le travail de la Cour et pouvoir organiser des actions en direction des gouvernements qui soit n'ont pas encore ratifié, soit ont ratifié mais n'ont pas fait la déclaration.
Peut-être je vais prendre quelques questions que je vais partager avec les panélistes et peut-être demander à Madame la juge de répondre, de revenir, enfin, pas demander de revenir sur comment saisir la Cour, je crois que ça a été très largement expliqué, mais peut-être revenir sur le problème d'exécution de décision qui avait été abordé par vous-même. Que peut-on faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'éventuellement les organisations internationales, nationales, les citoyens peuvent faire pour essayer de faire en sorte que ces décisions soient appliquées? Et pour nous, très épineux. Justement, à notre niveau aussi, on se pose la question et on est en train de travailler sur ce problème-là, parce qu'il faut savoir que comment les choses se font. Il y a le protocole qui dit que la Cour, chaque année, à la fin de chaque année, dans son rapport, elle précise quels sont les États qui ont exécuté les décisions et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous appliquons cette règle. Malheureusement, ce n'est pas parce que nous faisons le rapport qu'une fois à l'Union africaine, en pleine assemblée, le rapport est lu et que ces États qui n'ont pas exécuté voient leur nom publiquement dans la salle pointé comme un pays qui n'exécute pas les décisions de la Cour. Ça ne suffit pas parce que malgré le fait que tout ça se dit publiquement à l'Union africaine, du point de vue faisabilité, ces États-là ne font pas marche arrière et n'exécutent pas. Donc, nous restons toujours dans le 10% d'exécution par rapport à nos décisions. Donc, nous sommes en train de réfléchir comment éventuellement créer un processus au niveau de la Cour, d'abord pour le suivi de l'exécution. Nous sommes en train toujours de relancer les États en leur disant que telle date, il y a eu telle décision, vous deviez faire ceci, cela, est-ce que vous l'avez fait ou pas? Parce que quand nous rendons une décision dans le dispositif, à chaque fois, on ordonne l'État défendeur de nous faire un rapport sur l'exécution de la décision et nous donnons bien sûr un délai à cet État pour l'exécution. Mais jusqu'à présent, donc je dis qu'on est en train d'essayer de mettre en place un processus pour que ces États quand même exécutent nos décisions, parce que c'est une obligation faite par la charte, une obligation faite par le protocole, une obligation morale de ces États qui ont créé la Cour. C'est là où le bas blesse. C'est que c'est une Cour qui a été créée par les États. Donc, ce n'est pas une idée qui est venue comme ça du jour au lendemain, un copier-coller sur une autre institution internationale et on a envie d'avoir une Cour. Non. Les États ont réfléchi sur ce problème depuis 1981. Donc, ce n'est pas une idée nouvelle. Si vous remontez un peu dans l'histoire, vous allez voir qu'en 1981, cette idée a germé. Et après, bon, il y a eu un slowdown, et ensuite, il y a eu la commission qui a été créée, et en 1998, on a reparlé de la Cour africaine. Donc, dans un sens, on ne comprend pas comment des États peuvent créer quelque chose, sachant pertinemment pourquoi ils le veulent, et puis, quand on arrive à la fin, on rend une décision, on ne l'exécute pas. Bien sûr, il faut qu'il y ait un dialogue avec les États. Nous, aujourd'hui, on est en train d'installer des points focaux, enfin, on demande aux États d'installer des points focaux au niveau de chaque État et que la Cour ait comme interlocuteur ce point focal pour qu'on discute justement l'inexécution et quels sont les problèmes de pourquoi cette inexécution. Le problème de souveraineté, que peut-on faire quand un État vous dit vous touchez à la souveraineté? Nous comme on leur dit souvent, nous appliquons la charte. Et c'est la charte que vous avez créée vous-même, que l'Union africaine a créée elle-même, qui parle des devoirs et des droits des citoyens. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que quand on rend une décision qui protège le droit à la vie, on touche à la souveraineté. Quand on rend une décision qui donne le droit à chaque citoyen d'avoir une nationalité, on touche au droit à la souveraineté. Quand on dit que chaque citoyen a le droit à l'éducation, comment peut-on toucher à la souveraineté? Donc, il faudrait quand même que les États sachent réellement ce que c'est qu'une institution judiciaire. Nous rendons des décisions. Il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et quand il s'agit des droits de l'homme, en général, il faudrait que ça soit gagnant-gagnant parce qu'à travers nos décisions, les États modifient certains textes, certaines procédures. Et ces textes et procédures, quand elles sont modifiées, elles vont s'aligner
aux règles internationales des droits de l'homme. Donc, on ne comprend pas pourquoi parfois, quand on parle de souveraineté, on met devant nous ce qui est réellement dit dans la charte. Donc, ce ne sont pas des jurisprudences de la Cour qui elles-mêmes inventent des choses et fait en sorte qu'elles touchent à la souveraineté de l'État. Non, pas du tout. Nous appliquons la charte. Donc, pour l'exécution, comme j'ai dit, nous sommes en train de mettre en place un processus. Le principal de ce processus, c'est le point focal dans les États. Et bien sûr, on verrait bien avec plaisir voir aussi tout le monde s'investir comme vous-même, comme les autres ONG, pour que les États, enfin, puissent se rappeler que la Cour, c'est leur bébé. C'est le bébé de personne, c'est le bébé de la Cour de l'Union africaine. Exactement, merci. Je crois que c'est très important aussi de travailler sur cette forme d'incohérence avec des États qui rejettent parfois la compétence de cours internationales, estimant que, même si eux-mêmes ont ratifié les statuts, on est toujours dans la même difficulté, mais tout en fragilisant les institutions africaines créées par l'Union africaine elle-même et les États africains eux-mêmes. Donc, c'est vraiment très important aussi dans le travail de sensibilisation qu'on fait, simplement de rappeler que ce sont des espèces de délégations de souveraineté qui ont été décidées par les États eux-mêmes et que c'est une cour qui est au service des Africains et des peuples africains. Et donc, on ne doit pas… les États ne peuvent pas invoquer le fait que c'est une décision qui est en leur défaveur et donc pour ne pas l'appliquer. Peut-être justement rester sur cet aspect de l'inexécution ou de la difficulté à exécuter les décisions. Glory, votre expérience sur quel type de stratégie on peut utiliser qui faut-il sensibiliser au niveau national pour peut-être essayer d'obtenir que les décisions soient appliquées. Merci Samira. Sur cette question, je pense que l'honorable Shafika Ben Saoula a commencé à répondre. La plus grande difficulté de la Cour aujourd'hui, c'est de voir cette décision être appliquée sur le terrain, c'est-à-dire au sein des États qui sont reconnus auteurs de violation des droits humains de leurs citoyens. Mais aussi, on l'a dit dans cette discussion, que la Cour n'est pas assez connue et donc il faut travailler à faire connaître la Cour et à faire connaître ses décisions également. Et donc, quand une décision est rendue, il ne faut pas garder la décision seulement entre ses mains, entre avocats, entre personnes ayant défendu une cause devant la Cour. Et c'est fini. Il faut faire connaître ces décisions-là, donc impliquer les médias et dire aux médias, à travers ces décisions, voici les implications pour notre État. Si notre État ne respecte pas ces décisions, voilà ce que la Charte africaine a prévu, voilà ce que les mécanismes de l'Union africaine ont prévu, parce que l'Union africaine dit quand vous ne respectez pas les décisions de l'Union africaine, vous êtes passible de sanctions. Et donc, les sanctions sont de différents ordres. Donc, il faut informer les gens sur ce qu'encourt un pays, par exemple, qui ne respecte pas une décision de la Cour. Donc, il faut d'abord travailler à faire connaître la Cour, faire connaître les décisions de la Cour et également quelles peuvent être les conséquences de cette décision-là sur un État qui refuse d'appliquer les décisions. Évidemment, ça entache l'image de cet État-là au niveau international ou au niveau régional. Cet État va être vu comme un État qui n'est pas un bon élève en matière de respect et de protection des droits humains sur son territoire. Et donc, vous savez mieux que moi que les États souvent n'aiment pas qu'on les regarde mal sur la scène internationale. Donc, ils cherchent toujours à parfaire leur image. Et donc, si on arrive à faire connaître les décisions qui sont rendues au plus grand public, je pense que ce sera également une sorte de pression sur les États. Aussi, il faut encourager les professionnels de la justice, les avocats, par exemple, les magistrats aussi, parce qu'il y a une difficulté qu'on ne soulève pas souvent au sein des États, c'est que les magistrats ont souvent des difficultés à invoquer les décisions rendues par les mécanismes internationaux pour rendre une décision au niveau national. Et également, donc, il faut vraiment travailler à faire connaître ces décisions-là. Et ça ne suffit pas seulement de rendre la décision, mais également aussi bien pour le requérant qui a obtenu justice ou une décision de principe devant la Cour africaine, que
la Cour fait déjà de son mieux en rendant les décisions disponibles sur son site web et également en demandant aux États de publier toutes les mesures qui ont été prises, qui seront prises pour rendre effective la décision qui a été rendue. Et donc, la Cour, on va dire, joue sa partition et donc le reste peut venir des États qui librement ont décidé de ratifier le protocole, librement décidé de faire la déclaration de connaissance de la Cour. Donc, après, ne peuvent pas se cacher derrière une certaine souveraineté qui n'a pas de valeur ici parce que nous parlons de droits humains et tout. Donc, il faut travailler sur la sensibilisation, sur la vulgarisation des décisions au niveau interne, c'est-à-dire au sein des États qui ont été reconnus coupables de violation. Et également, il faut outiller les jeunes générations sur la Cour africaine, sur le travail de la Cour. Et peut-être je vais dire un mot là-dessus. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans maintenant au Bénin, où nous formons annuellement 20 jeunes sur la saisine des mécanismes de protection des droits humains. C'est une voie pacifique de revendication des libertés. Et donc, nous misons beaucoup plus sur les jeunes générations que nous formons. Et nous avons été très, très heureux il y a une ou 2 semaines où un de nos jeunes qui a été formé en 2019 a pu obtenir une très grande décision de principe devant la Cour africaine et une décision qui renforce la protection de la présomption d'innocence au Bénin et également la protection de la nationalité et la lutte contre l'apatridie. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait amener les jeunes générations à s'intéresser au travail de la Cour et également à rendre publiques les décisions qui sont rendues par la Cour et à dire aussi les implications pour les États qui ne respecteraient pas ces décisions. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes et nous avons beaucoup de questions. Peut-être, je vais demander, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la question de l'environnement, préservation de l'environnement, atteinte à l'environnement. Donc, peut-être Alice Banas va nous dire 2 mots là-dessus, sur est-ce que ça fait partie des sujets ou des domaines traités qui peuvent être traités par la Cour. Et ensuite, je vais demander à Madame la juge peut-être de répondre à quelques questions, notamment une sur les préalables pour qu'un pays puisse adhérer à la Cour. Est-ce qu'elle est préalable? Combien de dossiers sont traités en moyenne par la Cour chaque année? Et une fois que la Cour est saisie par la commission de Banjul, quelles sont les conséquences des décisions de la Cour sur un État donc, qui n'aurait pas fait la déclaration, mais qui aurait, pour lequel la Cour a été saisie via la commission? Alice, d'abord. Merci et merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous posent beaucoup de questions intéressantes. Effectivement, le droit à un environnement sain fait partie des droits qui sont protégés par la charte. Alors, à ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas eu d'affaire dont le cœur soit sur ce droit-là, mais ça ne veut pas dire que demain, il n'y en aura pas. Donc, peut-être que ça peut justement être une idée pour des prochains individus, activistes, ONG, de soulever cette question devant la Cour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la Cour africaine a vraiment peut analyser un panel très, très large de sujets et de droits humains, car la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comme l'expliquait très bien Madame la juge Bensaoula au début de sa présentation, regarde un panel très large de droits, et notamment les droits des individus, mais aussi les droits des peuples. Et donc, on a déjà vu un certain nombre d'affaires devant la Cour qui concernent des droits très variés, notamment, par exemple, le droit à un procès équitable, le droit à ne pas être torturé ou soumis à des mauvais traitements, notamment en prison, les droits des femmes au consentement libre au mariage, les droits des femmes à un héritage qui soit équivalent à celui des hommes. Il y a également plusieurs affaires sur les questions de la liberté d'expression, dont une qui a présenté Glory. Également d'autres affaires concernant le droit au travail, le droit à la non-discrimination, le droit aux peuples autochtones de jouir de leur propre terre et d'avoir un statut privilégié, d'être protégé par les États. Donc, il y a effectivement une liste presque sans fin
de droit qui est à la charte, dont certains ont déjà fait l'objet d'affaires devant la Cour et d'autres pas encore. Mais la liste et les possibilités sont immenses pour le futur. Je donne la parole au suivant. Merci Alice. Madame Bensaoula. D'abord, je vais rendre heureux certains. Nous avons une affaire concernant l'environnement. Bon, on n'a pas encore rendu la décision, c'est pour ça que je ne peux pas donner de détails. Mais ça concerne le dépôt de déchets qui a conduit à des morts et des séquelles à vie. Donc, ça, c'est une décision qu'il faut attendre parce que ça concerne l'environnement. Donc, nous sommes en train justement de la discuter pour rendre une décision bientôt, Inch'Allah. Maintenant, le nombre d'affaires, je vais essayer de vous donner des statistiques. Donc, nous avons eu jusqu'au jour d'aujourd'hui 336 affaires. 172 ont été finalisées. Il y a 164 qui sont pendantes. Dans les 336, nous avons 314 qui ont été engagés par des individus, 17 par des ONG, 2 par les deux. Parfois, on a des requérants qui sont mixtes, ONG et individus, et nous avons 3 qui ont été engagés par la commission. Maintenant, pour une affaire qui est engagée par la commission, par rapport, comme on a dit tout à l'heure, aux pays qui n'ont pas fait la déclaration et dont les citoyens ne peuvent pas venir directement devant nous, il est clair que le protocole, il est très clair. La commission, elle peut engager une action. Et là, il n'y a pas la condition de déclaration. Ce qui veut dire que la décision rendue par la Cour contre un État qui n'a pas fait la déclaration, quand c'est la commission qui est requérante, c'est une décision comme les autres qui doit être exécutée par l'État concerné. Ça, c'est clair. Parce que le protocole ne considère pas ça comme une condition qui doit entrer dans celle où la déclaration doit absolument être faite. Non, la commission, elle engage une action même contre les États qui n'ont pas fait de déclaration. Donc, l'arrêt a les mêmes effets que l'arrêt rendu par rapport à une décision où l'État a fait la déclaration et que c'est le requérant de l'État qui engage son action. S'il y a une autre question, désolée, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas écrite? Il y avait une question sur les préalables. Est-ce qu'il y a des préalables? À partir du moment où un pays fait partie de l'Union africaine à ratifier la charte, peut ensuite ratifier le protocole de la Cour, n'est-ce pas? Il n'y a pas de préalable particulier. Non. Vous avez l'article, laissez-moi le retrouver, je vais aller très vite parce que je sais qu'il y a un problème de temps. Il dit alors, la ratification, alors à tout moment, à partir de la ratification du présent protocole, l'État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour, etc. Okay. Donc, ça peut être le jour même, ça peut être le lendemain, ça peut être, ça, il n'y a pas de problème. Donc, à tout moment, l'État qui a fait la ratification peut faire la déclaration. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour célébrer les droits de l'homme en Afrique, ou en tout cas l'anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses sur la Cour africaine. Nous continuerons à chacun à notre niveau, nous continuerons de promouvoir cette Cour et de faire en sorte qu'elle soit mieux connue, mieux utilisée et évidemment que les décisions soient appliquées. Merci à tous pour votre contribution et à bientôt. Merci à vous pour l'invitation et j'espère qu'on a fait de notre mieux. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Nous avons tous les droits humains. Et non, les droits humains ne sont pas uniquement un idéal occidental. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît que tous les individus et communautés ont des droits. Elle dit que nous avons toutes et tous le droit à la vie, la santé, la famille, une égale protection de la loi, un procès équitable, de pratiquer librement une religion, manifester, s'exprimer et tellement plus encore. Mais parfois nos droits sont violés et nous ne pouvons trouver d'aide auprès des autorités ou des tribunaux de notre pays. Vers qui se tourner alors? Lorsque notre État a échoué,
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est notre dernier recours pour obtenir justice et réparation. La Cour africaine a été créée pour protéger et promouvoir les droits reconnus dans la Charte africaine et les autres traités sur les droits humains. Elle est basée à Arusha, en Tanzanie, et elle est composée de 11 juges indépendants et impartiaux issus d'un peu partout sur le continent. Quand la Cour reçoit une plainte portée à l'encontre d'un État, elle demande à l'État concerné de répondre. Elle étudie l'affaire, parfois organise une audience, et enfin décide si effectivement les droits humains du plaignant ont été violés ou non. Lorsqu'elle conclut à une violation, la Cour peut ordonner à l'État de mettre fin à celle-ci ou de remédier à la situation en question. Les décisions de la Cour peuvent varier de mesures spécifiques pour changer la situation d'une ou plusieurs personnes à des décisions avec un impact plus grand, telles que changer la loi pour empêcher des violations futures. Cependant, la Cour africaine peut recevoir notre plainte uniquement si l'État où nous résidons a ratifié le protocole établissant la Cour et a fait une déclaration additionnelle autorisant les individus et les ONG à déposer des plaintes directement à la Cour. À ce jour, 33 États africains ont ratifié le protocole et seulement déposé cette déclaration spéciale. 4 autres États ont aussi fait cette déclaration, mais l'ont ensuite retirée, retirant ainsi aux populations un recours judiciaire crucial qui leur avait déjà été accordé. Tous les États membres de l'Union africaine devraient ratifier le protocole établissant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et faire une déclaration 34.6 autorisant l'accès direct des individus et ONG à la Cour. Cela permettrait aux individus et aux ONG de demander justice et réparation quand leurs droits sont violés chez eux. Les droits humains sont pour tout le monde. Il est temps de protéger la Cour africaine pour qu'elle puisse continuer à nous protéger.